Ancienne base militaire, peu fréquentée, sans voisinage, l'aéroport de Vatry au sud de Reims est l'endroit parfait pour tester un moteur de fusée. Ok, je vais faire une P2006. J'en ai. Aujourd'hui, les ingénieurs de Latitude testent un catalyseur. Tout s'est bien passé. On va dépouiller les données et puis on va sûrement refaire un deuxième test demain. La start-up vient d'investir ses anciens hangars de l'OTAN pour y développer son micro-lanceur de satellite. Après quelques aménagements, l'intégralité des moteurs sera testée sur place. Au fond, là-bas, où on testera donc les essais combinés de l'étage. Donc entre les deux hangars, là, on va mettre notre spaceport, en fait, donc notre table de lancement avec les installations. Latitude devait tester ses moteurs à l'extrême nord de l'Écosse. S'installer à Vatry, c'est gagner du temps et de l'argent, l'alpha et l'oméga des startups. Une doctrine qui s'applique aussi dans l'industrie spatiale. On appelle ça le New Space. C'est essentiellement la mentalité d'entrepreneur de la Silicon Valley qui arrive avec des financements, sa méthode d'innovation, à savoir innover rapidement, tester, détruire, recommencer, des financements privés et une propension au risque peut-être beaucoup plus élevée que ce qu'on a pu connaître dans le passé. Il y a 15 ans, la NASA ouvrait l'espace aux sociétés privées pour diminuer ses dépenses et favoriser l'innovation. L'effet le plus visible, SpaceX et ses lanceurs réutilisables. L'agence spatiale européenne, l'ESA, a décidé de suivre cet exemple. C'était absolument nécessaire parce que d'abord c'est le contexte dans lequel nous vivons et aussi je crois que c'est une opportunité énorme pour l'agence spatiale européenne d'accéder à plus d'innovation, plus de dynamisme et des nouveaux acteurs et donc aussi des nouveaux domaines. Reims, au siège de Latitude. À l'entrée trône Zephyr, le futur micro-lanceur de 19 mètres. Et puisque l'ESA cherche des innovations, voici le moteur Navier, fabriqué grâce à l'impression 3D. L'impression 3D permet de fabriquer des géométries complexes comme l'isogrid qu'on peut voir ici. L'isogrid, en fait, coûterait très cher en usinage. Là, ça sort quasiment comme vous le voyez ici. Ça permet de multiplier les essais et surtout réduire le temps de fabrication. Et indirectement le coût, parce qu'on utilise du coup beaucoup moins de matière. Grâce à 2 levées de fonds, la start-up a déjà récolté près de 50 millions d'euros. Plus d'un quart du budget nécessaire pour arriver au premier lancement. Mais la concurrence est à l'affût et les ingénieurs gardent jalousement leur secret de fabrication. La moindre information qu'on pourrait donner sur des choix technologiques qu'on va faire, qui paraissent même bénins, pourrait offrir des mois, dans le cas où c'est un succès de développement, à des concurrents. D'après les experts, 28 000 satellites vont être lancés sur 10 ans, près de 8 par jour. Une dizaine de sociétés européennes ont investi ce marché des micro-lanceurs, mais l'ESA estime que seuls 2 ou 3 survivront. Alors pour maximiser ses chances, Latitude parie sur les plus petits satellites. On va permettre de faire efficacement du vol dédié pour des satellites qui vont faire une dizaine de kilos, et donc, enfin 10-20 kilos, et donc la taille d'une boîte à chaussures à la taille d'une machine à laver, et à des prix abordables. Premier lancement attendu en 2025. Pour l'Europe, l'objectif est de compléter sa gamme de fusées, trop grosse pour lancer de si petits satellites. Mais ce n'est que la partie la plus visible de la privatisation. Il y a des domaines, à mon avis, encore plus intéressants, comme le développement des services spatiaux, par exemple pour l'énergie, pour l'accès aux ressources, pour le développement, pour la santé. Maintenant, il n'y a plus un domaine du spatial qui n'ait pas une part commerciale. Avec les progrès technologiques, la miniaturisation et la baisse des coûts, il n'y a plus un savoir-faire sur Terre qui ne soit pas transposable au spatial. Ici, le constructeur automobile Venturi prépare des batteries pour son rover lunaire. L'idée, c'est de prendre le savoir-faire automobile, de prendre des composants automobiles qu'on requalifie spatial. Pourquoi ? Pour gagner du temps et baisser les coûts. En 2000, Gildo Pastor, riche homme d'affaires monégasque, rachète le constructeur automobile. Son idée, le tout électrique. Fonctionnant sur fonds propres, Venturi se lance dans des prototypes de voitures, de motos et même un engin d'exploration polaire et un rover lunaire Flex. La stratégie, anticiper la demande et créer le besoin. En avance de phase, on prépare déjà un rover européen, donc à l'étude, pour le proposer à l'ESA. Donc on est force de proposition plutôt que d'attendre que l'ESA fasse officiellement un appel d'offres. La méthode fonctionne avec la NASA. Flex est présélectionné pour être le rover lunaire des missions Artemis. Avec ses partenaires américains et suisses, Venturi peut se positionner des 2 côtés de l'Atlantique
et même passer outre les agences. SpaceX enverra le rover sur la Lune quoi qu'il arrive en 2026. Le véhicule peut transporter 1,5 tonne d'un seul bloc et une quinzaine de petites charges. Quand ces modules-là pourraient être achetés par des sociétés indépendantes, il faut savoir qu'aujourd'hui, 1 kilo sur la Lune, à déployer sur la Lune, c'est 1,3 million de dollars. Et nous, on peut aller jusqu'à 250 000 $ le kilo. On a des prix très compétitifs par rapport à nos concurrents. Donc en remplissant totalement la charge utile de ce rover, on génère un bénéfice substantiel. Avec 6 milliards de dollars d'investissement en 2023, le spatial est une industrie d'avenir. Mais ces nouveaux acteurs privés restent dépendants des agences publiques. Ce sont elles qui fixent les missions et passent les commandes, car au-delà de l'aspect financier, l'espace est aussi un enjeu de souveraineté nationale.